C'est en 1967 que Phil Karlson tourne La poursuite des tuniques bleues et Time to Killing. Quand je dis Phil Karlson, je vais nuancer mon propos. Alors, est-ce que le film aurait été différent si l'équipe qui devait le réaliser et qui avait commencé à le tourner l'avait achevé? Je n'en sais rien. Pas parier sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, au départ, le film est coproduit par Roger Corman, réalisé par Roger Corman et monté par Monty Hellman. Monty Hellman étant l'un des collaborateurs habituels de Roger Corman. On sait que c'est grâce à Corman qu'il avait pu réaliser The Beast from the Haunted Cave, qui est de ses premières réalisations, sinon sa première. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce changement? On ne sait pas très bien. On pense que Corman a dû tourner 10 ou 15 jours, c'est quand même déjà pas mal, donc 2 semaines. Il n'est plus devenu coproducteur, donc il a disparu, d'ailleurs il n'est pas au générique, il n'est plus au générique du tout. Il est remplacé par Phil Karlson et Monty Hellman, lui aussi disparaît puisqu'il était chargé de monter ce que tournait Corman. Quand Corman n'est plus là, il ne tourne pas. Mais il ne monte pas. Mais ce qu'on voit aussi d'ailleurs, c'est le seul restant peut-être de l'équipe Corman, c'est Daniel Haller, qui lui aussi a fait des réalisations pour Corman, qui est toujours à la direction artistique. Lui, il est encore là. C'est le survivant, disons, de l'équipe Corman. Alors, est-ce que le film aurait été meilleur? Ça, je n'en sais rien. Corman est un beau cinéaste, Karlson aussi. Bon, ce qu'il faut, c'est voir le film tel qu'il est. Ce n'est pas la peine de parier sur la comète. Alors, l'histoire est de Halstead Wells. Halstead Wells, même, non seulement l'histoire, mais le scénario est de Halstead Wells, auquel on doit 2 des très très bons films de Delmer Daves. Il ne faut pas oublier le rôle que tenait Halstead Wells. C'est 3h10 pour Yuma, superbe film avec Glenn Ford, et La colline des Potences, The Hanging Tree, avec Gary Cooper et Maria Schell, qui est un western tout à fait curieux. Alors je ne vais pas dire que c'est un western malade, ce qui est un mauvais mot, mais un western, on va presque dire nécrophile, qui annonce en fait, qui est un peu dans la même lignée que L'Homme de l'Ouest, où on voit des gens inhabituels, méchants, aveugles, pervers. Il y en a parfois dans d'autres westerns, mais le Hanging Tree est tout à fait différent en fait des films plus classiques, peut-être plus élégiaques de Delmer Daves. C'est un film très curieux. Donc Halstead Wells, cinéaste curieux, qui a dû être assez content de travailler ici sur en effet ce film qui est un film très méchant. Très méchant parce qu'on se trouve en fait après, au moment où s'arrête la guerre de sécession. On sait que quand la guerre de sécession s'est arrêtée, les nordistes étaient ravis, ils avaient gagné. Les sudistes l'ont été beaucoup moins. Et il y a toujours eu des bandes de sudistes qui ont essayé de continuer la guerre à leur manière. Vous vous souvenez du Jugement des flèches de Samuel Fuller, le héros que joue Rothsteiger, c'est l'homme qui a théoriquement tiré la dernière balle de la dernière minute, de la dernière heure, du dernier jour de la guerre de sécession. Et il n'a qu'une envie, c'est en fait de continuer à combattre les nordistes. Comme il n'y a plus d'autres sudistes avec lui, il va s'allier aux Indiens. Donc on voit que pour les sudistes, la défaite est quelque chose de tragique, et c'est ce qu'on voit tout à fait ici. Bon, alors, film donc curieux, où on voit les sudistes continuer. Dans l'interprétation des interprètes qu'on a tout de même souvent rarement vus, il y a notamment alors Timothée Carey, vous le reconnaissez, celui qui a un visage très long, qui est toujours un homme dangereux et qui est, on pourrait dire, l'un des acteurs qui a été l'un des acteurs préférés de Stanley Kubrick, puisqu'il est dans The Killing et il est l'une des victimes, un de ceux qui va se faire fusiller, naturellement, des fusillés pour l'honneur de son film sur la guerre de 14, les Santé de la gloire, Pace of Glory. Donc Timothée Carey. Alors, dans l'interprétation, moi je voudrais aussi qu'on se souvienne d'Inger Stevens, qu'on a peu vu, puisque la malheureuse a vécu une existence tragique et a fini par se suicider. Mais sa brève carrière de quelques films nous a, en tout cas, très, très marqué. On se souvient du Monde, la chair et le diable, le film de Ronald McDougall, qui est un film superbe, dans lequel elle est une des 3 survivantes, enfin la survivante, les 2 autres sont des hommes d'une terre qui a été ravagée par le péril atomique, les 2 autres sont Harry Belafonte et Mel Ferrer. C'est un très beau film de Ronald McDougall, je me permets de vous dire, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Elle est dans Man on Fire, qui est un autre film de Ronald McDougall, aux côtés de
de Bing Crosby. Elle est dans Les Boucaniers, un rôle très très attachant dans Les Boucaniers d'Anthony Quinn et Cécile B. DeMille. Et on l'a vu aussi, là on revient au western, dans Pendant Léo et court, le western avec Clint Eastwood, ce western qui est un western obsédé par le thème de la pendaison et qui en fait décline toutes les sortes de pendaisons ou de morts par strangulation possibles. C'est un western complètement, disons, pervers sur le thème de la strangulation et de la pendaison, et il est l'espèce, disons, de havre de paix auprès duquel peut se reposer quelques instants le personnage joué par Clint Eastwood. Donc c'est le premier western après la trilogie Leone. Donc, pour en revenir à La poursuite des tuniques bleues, c'est un film étrange. Il témoigne déjà tout de même de la grande mutation du western, parce que les personnages sont des personnages en partie peu sympathiques. D'habitude, dans les westerns, il y avait tout de même toujours des héros sympathiques, des héros qui naturellement ne l'étaient pas. Là, on sent l'influence énorme du western italien ou de Peckinpah, puisque dans les westerns de Peckinpah, c'est le cas notamment de La Horde sauvage ou de films comme ça, on peut dire qu'il n'y a pas de héros. Enfin, ils sont tous des héros, mais en même temps, pour la plupart, sont des salauds. Et c'est un peu ce qui se passe malgré tout ici. On voit des personnages très, très, très méchants. Donc le western est en mutation, et à ce titre-là, et Time for Killing est un film intéressant, puisqu'il montre en effet que le western hollywoodien n'est plus tout à fait, ni même plus du tout, ce qu'il était avant. Alors faites attention aussi, ne risquez pas d'être distrait, parce que la renommée veut que Harrison Ford apparaisse. Mais apparaisse très brièvement. À cette époque, quand il apparaissait, c'était d'habitude moins d'une minute ou quelques secondes. Donc déjà, dans Apocalypse Now, on a tendance à le rater un peu tout au début, enfin parce qu'il est tout de même très très jeune par rapport au Harrison Ford qu'on connaît notamment aujourd'hui. Donc il joue dedans. Bon, faites attention, vous le reconnaîtrez peut-être. Très bien, vous aurez raison si vous l'avez reconnu.